Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art. L'artiste que nous accueillons cette semaine au studio Microclimat nous vient de Paris. On peut dire que c'est une véritable pointure dans son domaine. Sa vie est une succession de rencontres fortuites avec des personnes qui ont su très tôt déceler son talent. Architecte pour le roi du Maroc Hassan II, qui propulse immédiatement un CV dans la catégorie des grands, il sera ensuite repéré par les studios Disney. On retrouve sa patte et son coup de crayon, notamment pour Tarzan, Hercule, l'Empereur Mégalo ou encore Cusco. Depuis le 23 avril dernier, il expose à la Galerie d'Épinal, C'est Bel Air, un air de déco, Quai des Bons Enfants. Et cet événement s'inscrit également dans le cadre du Festival des Imaginales. Notre tête de l'art de la semaine est architecte, designer Disney et s'appelle Jen Talentar. Bonjour. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'avoir fait la route jusqu'à nous. Je sais que vous êtes un peu fatigué, vous êtes levé très tôt ou très tard, ça dépend. Alors on va retracer un peu votre parcours pour comprendre l'homme que vous êtes et puis ces successions d'aventures qui ne sont pas rien dans la vie d'un homme. Vous êtes né à Istanbul d'un père artiste peintre et d'une mère pianiste. Ça plante déjà le décor. Vous ne pouviez qu'être artiste quelque part. C'était un peu le cheminement. Vous avez été très tôt passionné par le dessin et aussi par l'architecture parce que vous aviez envie de construire votre maison. Ça, vous l'avez dit très tôt quand vous étiez enfant. Donc, dessin et architecture étaient déjà en vous. Vous sortez diplômé de l'école d'architecture de Paris 7 puis de Paris 8 en 1985. Et puis un jour, vous répondez à une annonce du roi du Maroc Hassan II, mais vous ne saviez pas que c'était lui. Racontez-nous cette aventure. J'avoue que c'est assez particulier aussi. Ah ben comment? C'était une annonce qui était en plein milieu d'Archi d'aujourd'hui, un magazine qui est assez connu dans le milieu de l'architecture. Et j'avais répondu à l'annonce. 3 mois plus tard, on me convoque, on me dit venez avenue Foch. Je dis mais c'est quoi cette annonce et tout? J'y vais, rez-de-chaussée et tout, grande agence et tout ça, et je sais toujours pas que c'est le roi du Maroc. Je rentre là. On ne vous dit rien, vous n'avez aucune précision. Tout ce dont je me souviens, c'est un siège qui était en métal et qui faisait très mal parce que j'ai attendu pendant 2 heures sur ce siège. Donc là, déjà, on pouvait supposer que c'était quelqu'un d'important. Là, c'est 2 heures d'attente, attention. Et du coup, j'ai été tout de suite mis en relation donc, avec Éric Pinceau, qui était le fils de Michel Pinceau, donc architecte en chef du roi du Maroc, et qui m'a mis tout de suite au parfum. C'est-à-dire, il m'a dit tout simplement, écoute, c'est pas compliqué, t'es architecte. En plus, tu as un talent inimaginable au niveau de la peinture orientaliste et tout ça. Donc, nous, ça nous intéresse. Alors là, je tombais des nues. Je me suis dit, c'est quand même jackpot, entre guillemets. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'opportunité. Et là, j'ai tout de suite donné mon accord. Et de ce fait, après, on a démarré très rapidement. Je vais avoir dans une trentaine d'années à peu près. Et ce qui m'a surpris, si vous voulez, c'est qu'en tant qu'archi, normalement, les 3 quarts du temps, on a un programme qui est donné et tout ça. Michel Pinceau arrive et puis il me dit écoute, voilà le premier projet sur lequel tu vas travailler. Je regarde l'aéroport d'Agadir. Ouf, je dis il y a un programme. Il me dit non, tu te fais plaisir. Et je me suis dit attendez, c'est du mécénat ou quoi? Il me dit tout à fait. C'est surréaliste, sérieux. C'est du délire, c'est complètement du délire et il n'y avait pas de limite en fait. Et là, ça a été le premier projet, mais après ça a été complètement fou. C'est une aventure qui a duré combien de temps? Il y a eu combien de projets qui ont été réalisés? Ça a duré 8 ans en tout et pour tout, là. Et, parce qu'après, le roi est décédé, là, Hassan II. Et après, il y a eu des projets, mais ça a été complètement fou, parce qu'il y en avait un, entre autres, par contre, c'était Michel Pinceau, était en relation directe avec Hassan II. Et un jour, il est arrivé, il me dit, écoute, Jen, va falloir qu'on fasse une villa pour le prince héritier d'Arabie Saoudite qu'Hassan II veut lui offrir. Ah, je dis, c'est quoi le terrain? Il me montre le terrain, bord de mer, Agadir et tout ça. Puis moi, dans ma petite tête, je me dis, bon, allez, 2-3 000 mètres carrés habitables, c'est princier. Il prend le projet, il y va, tout content, en disant c'est top et tout. Le lendemain, il revient et il dit, écoute, Jen, il y a une mauvaise nouvelle. Ah, je dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, regarde la surface. C'était pas 3 000, mais 18 000 mètres carrés qu'il voulait. Alors là, je dis, bon, ok, j'ai compris dans quel courant on est. Ça a été négocié à 16, quand même, 16 000. Oh, ça change tout. Quand même, c'est 2000, bon. Et de ce fait, après, ça, c'était complètement dingue. À la limite, c'était un peu comme la pub « Pas assez cher, mon fils ». Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, ça apprend le métier, ceci dit. Ça apprend le métier. Et ça fait du bien sur le CV, c'est ce que je disais en introduction. Ça propulse quand même. C'est sûr que ça propulse. Enfin, ce qui était très sympa, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a eu... quand même, il n'y avait pas de limite, en fait. C'est-à-dire, si la limite, c'était nous-mêmes. Oui. Comme j'étais son bras droit, Michel Pinceau, à cette époque-là,
Bon, là, je me lâchais complètement. Oui, c'est ça. Et ça, dans la profession, c'est génial. C'est très rare. C'est très rare. Voilà. Il y a très peu d'opportunités de cet ordre-là. Et souvent, il y a un promoteur derrière, enfin, qui limite les finances et tout ça, ce qui est normal aussi. Mais là, bon, c'était carte blanche, quoi. Donc, viva le Maroc, très beau pays, après que j'ai eu l'occasion de visiter aussi. J'imagine, oui, je vous le souhaite en tout cas pour y avoir autant bossé. Alors, ça ne s'arrête pas là, hein, puisque je disais, hein, votre vie, c'est une succession quand même de rencontres merveilleuses. En 1996, vous postulez pour travailler au studio France Animation, donc à qui on doit des séries animées comme Albert, Le Cinquième Mousquetaire, Gadget Boy ou plus récemment Titeuf. Et là, impressionné par votre niveau, la directrice du studio vous conseille d'aller voir plus grand. Ouais, exact. Alors là, j'étais assez étonné. C'est un conte de fées, votre vie, en fait. Non, pas la vie. Cette dame-là, c'est une petite fée. Ah, voilà, d'accord. Ouais. C'est rare, parce qu'elle m'a dit ouvertement, elle m'a dit, c'est pas compliqué, Jeannette, moi, je vous embauche sur le champ. Mais il y a mieux, c'est Disney. Je dis, attendez, moi, je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis. Elle me dit, non, ils sont installés à Montreuil. Oh, bah alors J'ai dit, c'est à porte à côté. Là, franchement, elle m'a simplement donné l'adresse. Elle m'a dit, il y a juste une personne, c'est Bruno Gomtou. Bon, il porte bien son nom, chasseur de tête chez Disney. Effectivement. C'est quand même pas mal. Oui, ça ne s'invente pas. Ouais. Et du coup, j'ai frappé à la porte, là, tout simplement. Et là, ils m'ont fait passer les tests. Et grosso modo, entre 3, 6 et 9 mois en fait, de formation, au-delà desquels ils acceptent ou refusent de prendre la personne en production pure. D'accord. Voilà. Moi, le problème, c'est que j'étais un petit peu particulier dans l'histoire parce qu'arrivé en fin de production d'Hercule, en tant qu'architecte, c'est vrai que ça facilite la tâche parce que je n'avais pas besoin de remémorer en fait, toute cette architecture romaine. Et ils m'ont mis sur un test, en fait, qui était une scène, pour un architecte, c'est pas mal, où Cyclope, en fait, détruit toute la ville. Donc, merci des cadeaux. Excellent. C'était un peu... Moi qui étais là en train de dire, tiens, je vais construire la clé, il m'a dit, non, là, t'arrêtes. Voilà, paf, tu vas tout détruire, mon gars. En fait, j'ai détruit tout mon savoir-faire d'architecte, on va dire. Non, en fait, ça a démarré là. Et en fait, je ne suis pas dans le générique là, d'Hercule parce que je suis arrivé en fin de production. Et officiellement, je n'étais pas déclaré auprès de Disney comme étant en cours de production, puisqu'au bout d'un mois et demi, ils m'avaient mis sur ce film-là. D'accord. Et après, ça a été officialisé, puisqu'ils nous ont tous demandé d'aller à Burbank pour la production de Tarzan. Et là, par contre, la méthode a été très simple. C'est-à-dire, ils nous ont mis dans une pièce, on était une quinzaine, toute l'équipe française était là-bas. Et il y avait tous les thumbnails, là, c'est des toutes petites vignettes, là, comme des post-it d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des suites après. On en parlera des post-it. Ouais. Et en fait, c'est comme une petite BD. Bon, une tête, c'est un rond, deux points, un trait et tout, mais toute l'histoire est racontée. Et là, ils nous demandent tout simplement de prendre une ou deux scènes qui nous intéressent. Or là, moi, j'avais pris la scène où Sabor, en fait, attaque Tarzan et il saute dans les racines et tout. Tout premier dessin. Et à la fin, ils nous demandaient à tous de quitter les lieux. Le réalisateur passe, sans savoir qui fait quoi, c'est-à-dire il n'y a pas de nom, il n'y a rien de tout ça. Et les réalisateurs, c'est la technique Disney, c'est ça, c'est-à-dire il passe et puis il regarde, il dit tiens, celui-là, il va faire telle séquence, telle autre séquence. D'accord. Et le paquet cadeau, c'est que là, Kevin Lima a vu mon dessin et puis il a dit attendez, amenez-moi ce gars-là, je suis allé le voir. Et il a dit, écoutez, c'est pas compliqué, on va vous confier toutes les séquences d'action, en fait, Tarzan, Sabor, voire d'autres après. Bah oui, tranquille. Génial. Et normal, là, c'était parti, c'était du délire, parce que là, je découvrais le métier d'animation, enfin, plus l'animation, en fait, c'était le layout, c'est-à-dire c'était la mise en place, en fait, des décors, des mouvements de caméra et tout ça. D'ailleurs, il y a des caméramans, là, je les vois, là. Et en fait, c'est la base du dessin d'animation chez Disney. C'est-à-dire, on commence à comprendre le film et tout. Il y a ce qu'on appelle les workbooks à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est la Bible, entre guillemets, qui est donnée à tous les secteurs. C'est-à-dire aussi bien effets spéciaux, animation que décor. Et nous, en fait, on crée le décor en noir et blanc ou en bleu. Enfin, c'était deux teintes qu'on avait, qui ensuite est dispatché dans toutes les équipes. C'est-à-dire, comme on était une centaine à peu près à Montreuil, en fait, on arrivait à suivre nos scènes respectives parce qu'il y avait des modèles sheets et tout, avec les noms de scènes, la personne qui a bossé dessus. Et donc, on allait la voir s'il y avait le moins de soucis, on pouvait se contacter les uns les autres. Et voilà, donc après, ça a été une aventure, j'avoue, complètement dingue. Quoi. Bah, et comment ? Non, mais c'est le rêve, extraordinaire. Ouais, c'est ça, c'est le rêve. Ouais, c'est le rêve. Ouais. On va marquer une petite pause musicale avec l'artiste qui nous accompagne. Il s'agit de Julien Mady avec le morceau intitulé La Dèche.
La voilà, j'entends ses pas, elle se rapproche de moi. Qu'arrive-t-il à mon estomac? Il se crispe, ah, il fait froid, vous ne trouvez pas? Et mon teint pâle blêmit d'effroi, à mesure que s'allongent mes doigts, qui maigrissent, ah, quand la disette s'empare de toi, mangeur de pâtes, de petits pois. Comment vas-tu finir le mois? Tu flottes dans tes chemises, ah, c'est la mouise, regarde-toi, misérable pouilleux, tu as les ongles sales, les cheveux gras, tes effluves sont un supplice. Ah, la boule au ventre le 16 du mois, quand vient la paye et que déjà mon compte affiche un trou qui va approcher les abysses. Est-ce mon banquier que j'entends là, grand cynique au sourire narquois, payer l'agio à qui de droit, où l'on vous sodomise, ah, tu la sens tout contre toi, tu n'arrêtes plus de penser à ça, et tu calcules, recomptes 100 fois, les 6 sous qui font ta misée, tu n'as plus le choix, les bougies réchauffent tes doigts, éclair de pages de Zola, que tu peines à finir. Je ne mentirai pas cette fois, de vieux réflexes reviennent à moi, des journaux m'isolent du froid, et la villageoise m'enivre, ça me donne un fichu mal de foie, une toux grasse, une gueule de bois, un gros nez rouge réveille en moi, ce clochard ma vieille hantise, mon nez s'allonge, pauvre de moi, mes yeux se plissent, mon corps décroît, croix les corbeaux me prennent pour roi, et croissent la poisse qui m'enlise, dans la mélasse, pétrie d'angoisse, j'entends voler tous ces rapaces. La dèche est là, ah, je la sens qui passe. Faut-il alors que je m'encrasse? Ah, l'horrible chose que voilà, une dégaine de je ne sais quoi, un gueux dégueu bien malgré moi, mon âme, mon corps sous son emprise. Fortune ma douce, tu n'es plus là, comment te faire revenir à moi? Je t'accueillerai bien sous mon toit, l'hiver je loge dans une église. Auprès de Dieu j'expie mes choix, chaque jour est une profession de foi, et je sens sa grâce se poser sur moi, lorsque je pique dans sa tirelire. Mais la misère, Dieu ne connaît que ça, c'est pour les pauvres qu'il ouvre ses bras. Moi, je voudrais vivre ma vie d'autrefois, quand je nageais dans l'avarice. Ah, les richesses de l'esprit ne me satisfont pas. En kleptomane que je suis, j'ai pris l'argenterie du père Thomas. C'est le diable qui me l'a dit, dépouille le vieux et puis tire-toi. Dommage pour lui qu'il m'ait surpris, Satan zigouille les hommes de foi. Maintenant crapule et hors la loi, dans ma déveine et de sang-froid, je pourrais tuer, vouer de surcroît, mon âme au diable vaut bien la prime. Autant d'infortune, mon porte-monnaie qu'une sans rhume, la dèche en poche, je pêche dans la mauvaise pioche, qui approche encore plus fort que lorsqu'il était mioche. Autant d'infortune, mon porte-monnaie qu'une sans rhume, la dèche en poche, je pêche dans la mauvaise pioche, Gavroche encore plus fauche que lorsqu'il était mioche. Voilà un morceau que vous retrouvez dans l'album de Julien Mady intitulé Parenthèse. Deuxième partie de ce Tête de l'Art avec Jen Talentar. Comme je le disais en introduction, donc actuellement vous exposez à Épinal chez Cébelair, un air de déco, un vernissage qui a eu lieu le 23 avril dernier, une expo qui va durer tout le mois de mai avec les œuvres en entier. Et puis après une partie vont s'en aller, mais certaines vont rester encore pendant plusieurs mois. Cette expo, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que quelque part, elle retrace un peu tout votre parcours? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, à un moment donné, de vous dire « je veux aller à la rencontre du public » ? L'envie que j'ai eue, en fait, au départ, on s'était rencontrés il y a 3 ans de ça, dans le cadre des Imaginales. 4 même, je dirais. Il y a 4 ans, peut-être. Je dirais 4 ans, non, mais ouais. attendez, les cheveux blancs... Vous n'avez pas changé. Tout n'a pas changé. Toi non plus. Merci.
En fait, je me suis dit à un moment donné, parce que bon, je faisais pas mal d'expos dans le temps, et puis bon, le travail faisant, j'avais plus le temps d'en faire. Et du coup, je vous ai recontacté tout simplement en me demandant, après tout, pourquoi pas réessayer une expo à Épinal. Pourquoi? Parce que j'avais fait une petite conférence en fait dans le cadre des Imaginales à l'époque. Et puis ça m'est venu à l'esprit comme ça. Je me suis dit, tiens, on va essayer pour changer un petit peu et tout. Et bah, c'est grâce à vous, hein, Sophie, finalement, oui, quand même. Si, une mise en contact a été faite par ce biais-là. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire une rétrospective en fait, de tout le travail. C'est-à-dire aussi bien, parce qu'à l'exposition, il y a aussi bien des dessins, mais tout début où je copiais des Frank Frazetta, qui sont d'ailleurs à l'expo, jusqu'à ce que je fais à ce jour, même pendant les heures de sandwich, il y a des dessins que je faisais au bureau et tout, ils sont exposés là-bas. Et entre autres, bon, il y a, alors je précise bien, c'est des photocopies des dessins de Disney que j'avais fait à l'époque. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que ça permet d'avoir le parcours global de quasiment mes 20 ans jusqu'à ce jour, quoi, approximativement. Quoi. Et ça vous a fait du bien de revivre tout ça? C'était un besoin? Ça fait du bien parce que quelque part, c'est l'évolution aussi artistique qu'on peut avoir. Ouais, c'est sûr. Et dans la vie, c'est vrai que c'est un parcours qui est quand même assez conséquent. Et c'est vrai que quand on voit cette évolution, après, on sait dans quelle direction aller un peu plus loin. Et là, c'est vrai que j'ai vu les réactions des personnes quand elles sont venues au vernissage. Parce que c'est très bien accueilli comme il y a un créneau, c'est vrai, c'est le noir et blanc, j'adore ça. C'est-à-dire la mine de plomb, la poudre de graphite et tout ça, j'adore ça. Et bon, je voulais tester ça avec 4 ou 5 gros dessins, des grosses pièces et tout, qui normalement devraient aussi faire le sujet d'une exposition à Chicago plus tard. Mais au Fine Arts Center Building là, de Chicago, très exactement. Et en fait, si vous voulez, c'est un créneau dans lequel je me sens très bien. Parce que j'avais monté en fait une technique de dessin sur Disney, sur la production de Tarzan en réalité, parce qu'on avait des plans à faire qui étaient immenses. Des fois, c'était 2 mètres de haut. Donc 2 mètres de haut avec un petit crayon, on passe 3 mois, c'est impossible. Et de ce fait, je me suis dit, tiens, on va essayer de trouver une technique quand même pour aller rapidement et puis faire quand même un bon travail. Et j'avais vu les stocks de Disney, ils avaient de la poudre de graphite dans des bocaux comme ça. J'ai dit, mais à qui ça sert ce truc-là? Il dit, à personne, c'est là en stock. J'ai dit, tu peux me passer un des bocaux? Je prends le bocal à la maison, j'essaye. Et je me suis dit, c'est de la poudre en fait. Et j'ai pris en fait, merci mesdames, pour ce que vous faites le matin de temps en temps, c'est se poudrer. Je me suis dit, je pensais à ça. Je vais prendre du coton, tremper le coton en fait dans la poudre de graphite et puis essayer des masses de clair-obscur. Bon, on a évidemment en tête le dessin au final quand même. Et j'ai essayé ça, finalement ça ne marchait pas parce que le coton absorbait trop la poudre de graphite. Du coup j'ai pris autre chose, c'était du papier toilette, sans citer de marque, papier toilette doux. Voilà. D'accord. J'en ai fait une boulette, je l'ai écrasé, j'ai fait ça. Alors ce qui m'a amusé, c'est qu'après ils m'ont demandé mais c'était quoi ta technique sur Tarzan? Je dis bah voyons, c'est le papier de toilette, c'est simple. Bien sûr, mais tout le monde y aurait pensé. Voilà, mais en fait c'est une technique après que tout le monde a utilisée au layout surtout, parce que c'était la technique de la poudre qu'on voulait en graphite et tout. Surtout que le réalisateur voulait qu'on soit un petit peu dans l'esprit aussi de Bambi, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de flouté sur les bords et des zones beaucoup plus précises. Et du coup, ça tombait bien, c'est-à-dire ça permettait d'avoir des masses de clair-obscur assez sympas. Après, là où il y avait le focus, entre guillemets, de l'animation, là, on détaillait le dessin et tout, enfin bon, ça allait beaucoup plus loin. Mais voilà, la recette Disney, elle était là. Bon, en tout cas, il faut se rendre quai des bons enfants chez CBLR, un air de déco, pour voir en vrai les œuvres signées Jen Talentar. On va retrouver Julien Madi, notre artiste musical, avec le morceau 2107. C'est un temps soit peu le début d'une nouvelle vie. On se dit qu'on passe un cap en vous mariant aujourd'hui. Dieu que le temps passe vite. On n'a que 25 ans, si jeune pourtant et déjà nostalgique. Des souvenirs plein les yeux, à vous voir tous les deux. Sur les chemins de la vie, franchir l'étape que personne d'entre nous n'avait encore franchie. J'ai vu des couples mascarades masquer leurs envies, de faux amis, des camarades se marier et puis changer d'avis. Peu après la nuit de noces, se faire un gosse et lui foirer sa vie. S'ils étaient là, comme moi aujourd'hui,
verrez ce que c'est que l'amour cultivé par elle et lui. Voyez comme il rassemble. S'il n'est jamais parfait, je prie pour qu'un jour le mien y ressemble. Je mesure la peine qu'on a à donner un sens à nos vies, embrasser enfin la vie d'homme comme nos pères l'ont choisi. Devenir l'adulte en somme qui sommeille dans nos jeunes esprits fous pour qui changera la donne, celle qui bouscule toutes les théories, nos faux calculs, nos destins promis. Sur les bancs de l'école, on n'avait pas prévu qu'un jour ce serait l'amour qu'aurait le premier rôle. Je médite, ces doutes me font barrage pour m'engager aussi, embarquer sur les mêmes rivages, naviguer sans répit, sans craindre les naufrages, se dire que même si l'on chavire, couler c'est pire que de revenir à la nage. Et j'en suis là à me dire qu'aujourd'hui j'ai vu ce que c'est que l'amour et que j'en suis capable aussi. Ce modèle est ma chance, pour le meilleur je me fous du pire et sans mentir. C'est la première fois que j'y pense, c'est la première fois que j'y pense. C'est un temps soit peu le début d'une nouvelle vie. On se dit qu'on passe un cap en vous mariant aujourd'hui. Voilà l'album de Julien Mady intitulé Parenthèse. Dernière partie de ce Tête de l'Art avec Jen Thalenter. Il reste très peu de temps et j'avais encore plein de questions. Mais bon, on va faire court. Dans les projets futurs, vous aimeriez monter une expo uniquement avec des post-it. Exact, oui, parce qu'en fait, je me dis, bon, certains artistes font des grandes œuvres, et moi, je me dis, je vais en faire une grande, mais avec que des post-it. C'est un peu la contrepartie. Et là, il y en a certains qui sont exposés donc à la galerie, là. Et moi, je trouve ça amusant parce que finalement, c'est un outil, c'est une pièce qu'on a entre les mains en permanence. Vous, en tant que dessinateur, oui, voilà. J'imagine que c'est à portée de main. C'est à portée de main. Et puis bon, quand il y a des réunions, je m'amuse à dessiner dessus. Ce qui permet de centraliser le sujet sur un tout petit bout de carré. Ouais, c'est un exercice intéressant. C'est un très bon exercice parce que j'ai tendance à aller trop dans le détail. Du coup, comme c'est petit, je suis obligé d'aller à l'essentiel. D'accord. C'est un très bon exercice graphique, d'ailleurs, que je conseille à tous les dessinateurs. Donc, post-it de toutes les couleurs, vous priverez pas. Il y aura du rose, du vert, du jaune. Je verrai ça avec la société post-it. Oui, voilà, c'est ça, il faut vous faire sponsoriser. Et puis, vous vouliez profiter de ce passage dans l'émission Tête de l'Art pour parler à l'antenne de l'association Debra, dont vous êtes le parrain. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ils m'ont proposé d'ailleurs, entre autres, d'être le parrain culturel de cette association, puisque ça concerne des enfants qui sont atteints de l'épidermie obuleuse, ce qui est une maladie orpheline qui est très lourde et très grave, qui est très douloureuse. Bon, étant père de 3 enfants adorables et tout, la souffrance des gamins, je ne supporte pas. Donc, je m'investis énormément là-dedans. Je leur ai fait les affiches pour le congrès international qu'ils ont eu à Paris. Et à chaque fois, je leur offre les cartes de vœux, les affiches et tout. Je leur fais gracieusement parce que c'est ma façon, quelque part, d'aider des enfants. De contribuer. Et c'est passé au Téléthon, d'ailleurs, dernièrement, fort heureusement, pour que la maladie soit connue. Mais c'est très, très dur. Et là, bon, il y a Robert Berens et Arnaud Buisson là, qui gèrent ça, qui m'ont demandé ça. Et je dis, écoutez, moi, il n'y a aucun problème. Pour les enfants, on est prêt à tout. Et c'est notre rôle d'artiste, en fait, de les aider. Quoi. Bien sûr. Voilà. On voit les coordonnées de l'association qui apparaissent à l'écran pour les gens qui veulent en savoir plus et les soutenir. On va se quitter dans ce rythme intense avec l'objet. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors, l'objet, voilà, c'est juste un mug, là. Je pensais que ça serait votre téléphone portable, comme vous êtes branché en permanence. Ah oui, non, mais le téléphone, il y a le dessin dessus, mais ça m'a été offert
faire aussi. Mais ça, c'est un mug, en fait, tout simplement, dont le dessus est caché par un post-it. Parce que je dessine décidément, dessus. Et dessus, il y a le petit Disney Gent qui m'a été offert par mes enfants, Eva, Clara et Adrien. Voilà. Et pourquoi j'aime celui-là? Parce qu'en fait, c'est du traditionnel, du dessin traditionnel de Mickey. Et j'adore ça. Et tous les matins, je me régale avec ça. Et vous êtes un vrai buveur de café, je crois. Et j'adore le café. Une consommation excessive et le post-it qui ne vous quitte pas. Et le post-it, il permet de garder tout en mémoire. Voilà. En vue de la prochaine exposition. Enfin, en attendant, donc on peut découvrir une partie de vos œuvres chez C'est Bel Air, un air de déco, Quai des Bons Enfants à Épinal. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On se dit dans 4 ans, du coup? Oh, bah, peut-être même avant. Peut-être même avant. Bah, avec en tout cas, plaisir. le mois prochain, il y a une dédicace les 28 et 29. Bon, bah, d'accord. Bah, alors, vous allez finir spinalien, Gentalent. Avec plaisir. Merci, en tout cas, d'avoir été notre invité. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture et rendez-vous la semaine prochaine.